Merci de nous rejoindre. Alors, en attendant que tout le monde puisse se connecter, vous pouvez nous dire dans le chat d'où vous venez. Ça peut être intéressant pour nous. Bonjour Christophe. Alors aujourd'hui, on va du coup faire ce webinaire avec Alex sur industrialiser l'IA générative, comment concilier souveraineté, performance et maîtrise des coûts. Donc avant de commencer, je vais vous faire une rapide présentation de Le Hibou. Ok, il y a beaucoup de personnes qui se connectent, c'est super. Ça arrive. Bonjour, bienvenue. Hop. Alors, Le Hibou, donc c'est une plateforme de freelancing. On est classé numéro 1 en tech et innovation. On compte aujourd'hui plus de 120 000 freelances en Europe, avec environ une durée de 19 mois pour les missions. Et on compte aussi plus de 7 500 missions longues. Notre communauté, elle grandit de jour en jour. C'est environ 20% de plus par an. Et puis, on est placé un petit peu partout en France, donc à Paris, à Lyon, à Nantes, à Marseille, en Belgique aussi. Alors ensuite, on a aussi beaucoup de partenaires en textile, en luxe et aussi dans le domaine de la finance. Et maintenant, je vais laisser la main à Alex pour qu'il se présente rapidement et puis qu'il puisse nous faire son webinaire. Merci à toi, Alex. Ah, ton micro est désactivé. Est-ce que cette fois-ci, c'est bon? Ça m'a l'air. C'est bon. J'étais justement en train de dire que le micro a mis un peu de temps à se désactiver, mais en fait, il a mis encore plus de temps. Bonjour à tous. Content de vous retrouver. Du coup, c'est la deuxième fois en peu de temps avec le hibou. On va encore parler d'intelligence artificielle. Et on va pouvoir parler en effet de la partie industrialisation des POC et de tous les essais qui ont pu être faits. J'ai lancé un petit sondage, je vois que ça commence à répondre. Merci. Qui concerne justement, dans le cadre, parce qu'on est beaucoup entre freelance, je pense ici, dans le cadre de vos missions freelance, si vous pouviez automatiser un workflow, des tâches avec l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça pourrait vous permettre d'atteindre? Donc voilà, je vois que les réponses commencent à arriver, je vais vous laisser défiler. Pendant ce temps-là, moi, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Alexandre Gon ou Alex aussi, hein, les deux fonctionnent très bien. J'en joue un peu trop, je crois. Pour ma part, j'ai plus de 15 ans d'expérience, toujours au sein de l'innovation. J'ai toujours accompagné les innovations dans la digitalisation des entreprises, beaucoup au sein des entreprises du CAC 40, pas que, aussi de belles ETI et des belles PME, beaucoup en transformation agile. Et depuis maintenant 3 ans, j'accompagne cette vague et raz-de-marée de l'intelligence artificielle. Et j'interviens vraiment sur des rôles de CTO, CPO, CPTO, toujours à la frontière entre le métier et la réalisation technique de ces architectures IA. Voilà, ça c'est mon positionnement. Et en fait, je suis aussi avant tout, et c'est ce qui m'amène là aussi aujourd'hui, en fait, c'est que je suis avant tout un builder et un maker IA. Donc j'ai créé plusieurs produits, un qui s'appelle Iliago, je vous en parlerai un tout petit peu pour illustrer mes exemples tout à l'heure, et Nemrod.pro dont j'avais parlé la dernière fois. Et je regarde en même temps le poll, du coup, ce qu'il donne là, ça a donné pas mal de réponses. Donc pour la plupart d'entre vous quand même, hein, 64 des répondants, vous dites que si vous automatisiez un workflow avec de l'IA, vous pourriez économiser 5 à 10 heures par semaine sur vos tâches répétitives. Ça veut dire que vous avez beaucoup de tâches répétitives pour une grande partie. Et en effet, c'est ce sur quoi on pense tout de suite à amener de l'IA. Et c'est là aussi où comme il y a ce sujet de récurrence, c'est là aussi où on se casse un peu les dents dans certains cas. On pourra potentiellement y venir tout à l'heure. Et sinon, j'essaie de voir un petit peu ce qui sortait, parce que la deuxième réponse, elle est très loin derrière. Et la deuxième, c'est plutôt sur vos TJM, justement.
En effet, mettre en avant votre expertise IA pour aller justifier un TJM plus important. Très logique aussi quand on est freelance. Alors, on va parler de comment industrialiser l'intelligence artificielle dans un SI, dans une entreprise. Et je voudrais surtout commencer par justement pourquoi les POC. Donc, quand je dis les POC, c'est les Proof of Concept. Donc, on peut parler de prototype aussi. Dans certains cas, il y a plusieurs terminologies pour dire à peu près la même chose. Pourquoi ces POC échouent? Et donc, c'est à partir de là qu'on va pouvoir établir des bonnes architectures, des bonnes pratiques aussi pour pouvoir industrialiser nos systèmes d'intelligence artificielle. Ce que j'appelle aujourd'hui, en fait, en 2026, la gueule de bois en fait d'époque, c'est que depuis 2023, l'intelligence artificielle est arrivée, ou plus précisément, ChatGPT est arrivé sur le marché grand public. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle pouvait exister avant, mais c'est à partir de là que c'est vraiment devenu un standard accessible à tous. Depuis 2023, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'individus également se sont lancés dans des expérimentations, des prototypes, des POC en tout genre et à différentes échelles. Et donc, quand on fait le point aujourd'hui en 2026, moi je me rends compte surtout là depuis 2e semestre 2025, on pourrait se dire qu'il y a beaucoup de retours d'expérience sur ces années-là et ce nombre d'expérimentations. Sauf que quand on regarde à l'échelle industrialisée, il y a des grosses problématiques. Il y a beaucoup de projets qui ne sont pas industrialisés, qui sont restés au stade de prototypes, de petits POC, heu, pour, entre guillemets, «se faire plaisir» ou faire un peu de communication, mais peu qui sont allés, très, très loin. Et donc il y a ces 3 murs, qu'on constate en fait souvent dans les grosses DSI d'ailleurs encore plus. Hem, Déjà, il y a un chiffre qui est, je trouve très fort et dans certains cas peut-être pas très étonnant. C'est une étude d'une d'une agence justement, donc IDC, qui fait ça en partenariat avec le MIT, qui date de l'année dernière, qui identifie que 95 des projets POC, des projets prototypes ne sont jamais industrialisés. Donc on fait des pilotes, mais derrière, dans les entreprises, ça ne passe pas le cap de alors j'ai écrit la production, mais c'est la mise en production à grande échelle au niveau de l'entreprise. Donc en gros, il y a très peu de projets qui sont industrialisés à l'échelle d'une entreprise. Quelque part, on pourrait se dire: «C'est logique que tout n'aille pas, jusqu'au bout». C'est le but d'une expérimentation, de filtrer et cetera, mais quand même 95 c'est, seulement 5 qui passent. Voilà. L'autre, mur, c'est presque le plus important dans le monde dans lequel on vit, c'est les coûts. Donc quand je parle de dépassement FinOps là au milieu, heu, c'est tout ce qui est donc finance opérationnelle, et donc vous avez un projet POC IA qui est, conçu, réalisé, en mode, laboratoire. Il coûte pas très cher puisqu'il est pas industrialisé, il est pas à grande échelle. Si ce même projet passe à l'échelle et il est industrialisé, là, on constate vraiment une explosion des coûts prévus, parce qu'on n'avait pas tout prévu. Il y a plusieurs facteurs, on pourra voir ça tout à l'heure, mais donc on fait un ratio fois 4 globalement, sur la partie coût, quand on industrialise. Voilà. Et l'autre élément, le troisième mur, c'est le volet sécurité et souveraineté. Je les mets ensemble, même si on n'est pas, dans les mêmes critères exactement. On va en parler un peu après. Mais là aussi, 70 des projets sont bloqués par, alors je vais parler en termes de direction, pas forcément en termes de rôle, mais direction sécurité, direction, confidentialité des données. Donc le DPO, le CISO, dans 70 des cas, va bloquer un projet d'expérimentation au moment de passer en prod,
parce que justement, il n'est pas conforme, il n'y a pas de compliance assurée bout en bout sur plusieurs sujets. Et ça, on va pouvoir le voir. Je regarde un petit peu s'il y a des sujets importants, mais non, j'avance. Hem et pourquoi en fait, il y a ce triple mur? En fait, j'ai voulu le simplifier avec, heu, quelque chose qui est assez simple quand on se le met sous les yeux. Un POC, c'est presque un tour de magie. J'y vais un peu fort en disant ça, mais globalement, hem, vous partez d'une problématique, vous réfléchissez très vite à une solution, vous allez très vite, chercher, des briques IA qui peuvent, exister sur le marché. Vous ne vous préoccupez pas des contraintes justement de conformité, de cybersécurité, de géolocalisation, des données et des processing de données et très vite, vous pouvez faire fonctionner quelque chose. En plus, ça coûte pas très cher et cetera et cetera. Quand vous êtes en production, vous avez déjà un legacy en général, donc tout l'historique de votre entreprise, de votre SI. Vous avez une architecture associée justement à apporter pour pouvoir vous intégrer dans cet historique-là. Vous avez des données de production, vous avez, des sources de données qui sont, à aller, justement, interroger via des API, vous avez d'autres outils dans votre SI qui n'ont pas d'API, donc il faut prévoir des exports de fichiers, des imports de fichiers, plutôt dans l'autre sens d'ailleurs. Vous commencez d'abord par importer et ensuite exporter. Vous vous retrouvez avec des fichiers Excel, à faire transiter au quotidien, à analyser. Vous avez des logs, de la gouvernance et cetera et cetera et cetera. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas noté, vous avez des utilisateurs. D'ailleurs, c'est le but, vous recherchez ces utilisateurs. Donc vous voyez, on n'est pas sur le même niveau de complexité, ce qui fait que vous prenez ce mur-là justement, ou ces murs que j'ai évoqués juste avant, au moment de passer en production. Et peut-être qu'il vaut mieux d'ailleurs prendre le mur avant, plutôt que d'y aller et de se prendre, tous les risques associés. Je vous ai parlé un petit peu de FinOps et de coûts. Heu, je vais pas aller, trop dans le détail aujourd'hui, mais j'ai vraiment envie de vous éveiller sur quelques éléments clés. Et donc là, j'ai très peu de chiffres, mais qui vont vous éveiller très vite, je pense. C'est ce qu'on appelle le coût au token. Le coût au token, c'est là où vous pouvez, faire basculer votre projet en effet dans un trou noir, ou, vous pouvez faire basculer dans votre projet dans quelque chose qui est, très, excessif en termes de coût. Alors j'ai fait très simple, hein. Je suis allé chercher, le prix au million de tokens pour, GPT 5.4, et j'ai regardé aussi pour Claude Opus 4.6. Mais, c'est pour vous donner un ordre de grandeur, puisque les tarifs sont pas les mêmes en entrée et en sortie, en termes de tokens. Donc token, c'est, globalement, c'est l'unité qui va vous permettre, de quantifier ce que vous donnez quand vous faites un prompt, et ce que vous récupérez aussi en termes de résultats, quand vous interrogez, un LLM. Donc pour un modèle, disons, de pointe, type GPT 5.4 et cetera, vous allez être en moyenne autour de 10 € au million de tokens, qui vont transiter. Si vous prenez des modèles plus, petits, pour certains aussi qui sont des modèles plus anciens, mais c'est surtout la taille qui va importer. Donc, j'ai mis l'exemple de Mistral Small 4, et j'ai mis, un modèle qui est un peu un standard, Llama 3.3. C'est pas du tout le dernier là pour le coup, mais, c'est le modèle de Meta. Vous êtes en dessous de 1 €, donc il y en a un qui est à 0,4 pour Mistral Small, et Llama 3.3, si vous le prenez via, en inférence via, OVH Cloud, il est à 0,67. Donc vous voyez, vous avez un rapport qui est supérieur à 10 en fait, sur ces modèles-là. Et donc, bien sûr, vous faites pas la même chose, vous avez pas forcément la même performance et cetera, mais, tout ça, ça induit très vite des différences de coûts. Bon, quand vous faites un POC,
pour revenir à notre sujet, quand vous faites un POC, sur quelques requêtes, ça ne se voit quasiment pas. À la fin du mois, vous allez dépenser, quelques euros de plus, disons. Quand vous faites ça à grande échelle, là, vous allez potentiellement exploser vos coûts si justement vous ne faites qu'utiliser le modèle ou un modèle du type, que vous avez, au-dessus là, en haut, au-delà des 10 €, 10 $ par million de tokens. Donc voilà, là, il y a un gros sujet et si vous voulez industrialiser vos projets IA et vos produits IA, il faut prendre ça en compte. Donc il y a vraiment ce sujet FinOps qui vient sur le devant de la scène, encore plus, j'ai envie de dire, que ça pouvait l'être, déjà il y a un moment. Hem, Par rapport à ça aussi justement sur les ordres de grandeur et sur ce qui peut impacter justement les coûts financiers, hem, tant que j'y suis, je vous donne les petites infos quand même là-dessus. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a plusieurs paramètres, hein, donc c'est difficile de faire des ratios, hyper précis à un instant T. Hem, depuis 4 ans, même un petit peu plus, il y a quand même une grosse, volatilité en termes de tarification sur tout ce qui va concerner le cloud. Il y a le sujet de l'énergie, il y a le sujet alors des terres rares slash donc tout ce qui est, impact sur les prix des composants. Il y a la rareté des composants, parce que justement tout le monde est en train de se ruer sur les composants qui permettent, de faire de l'intelligence artificielle, donc ce qu'on appelle les GPU, les cartes graphiques. Donc tout ça fait que les coûts, cloud, de toute façon, explosent depuis, 4-5 ans. De l'autre côté, vous avez aussi un autre élément quand même, c'est que sur des modèles qui ne sont plus dernier cri, au contraire, les tarifs ont tendance à baisser. Donc vous êtes en mesure potentiellement quand même d'équilibrer. Voilà ce que je voulais vous donner un petit peu en termes de quelques éléments sur l'aspect, pricing. L'autre élément, hem, je regarde aussi si j'avais un autre oui, j'avais un sur la partie pricing, moi j'ai un petit pôle aussi, je vous lance un petit questionnaire là-dessus. Vous pourrez répondre, on pourra regarder un peu plus vers la fin, sur justement vos budgets outils IA tels que ChatGPT et cetera. Hem, je reviens sur le fil. L'autre élément que je voulais, partager en termes de problématique, c'est qu'on a tendance à avoir un mauvais réflexe, c'est d'utiliser un LLM ultra puissant pour toutes nos applications et ça, quelque part, on est, heu, on est un peu invité à le faire par, les grands éditeurs, donc OpenAI, Claude, enfin Anthropic qui édite Claude et cetera. Toutes ces solutions vous, invitent à utiliser leur meilleur modèle parce que de toute façon, eux, ils n'ont que, à y gagner, hein, par rapport à ça et donc ça, c'est vraiment potentiellement un mauvais réflexe, d'utiliser toujours le même modèle pour tout, parce qu'en fait, vous n'avez pas des tâches qui sont de la même complexité tout au long de votre journée, de votre semaine et même au sein, d'un applicatif, d'un service, vous réalisez des tâches de différentes, complexités. Par exemple, ici, j'ai voulu faire simple, là aussi, c'est pas du tout exhaustif. Est-ce que pour, traiter et filtrer des, emails entrants, vous avez besoin d'un LLM très puissant. Sachant qu'un email, ça fait, on va dire, c'est un petit texte de, une dizaine de lignes si je je parle en moyenne. A priori, il y a pas besoin d'un modèle ultra puissant pour traiter ça. Si vous avez besoin de gérer Hem, des traitements, de flux automatisés, avec beaucoup de données qui transitent, via des API et cetera. Est-ce que vous avez besoin, là, d'un LLM puissant? La question peut se poser, ça dépend. Si vous traitez, en mode automatique, des, tickets de support, par exemple, hem, est-ce que là aussi vous n'êtes pas sur une quantité, vous avez sûrement un volume
élevé de petits tickets, mais vous n'avez pas un volume énorme de textes, d'éléments à analyser. Donc là aussi, potentiellement, un LLM puissant n'est pas nécessaire, potentiellement. Et l'autre élément, c'est si vous avez des fichiers, des rapports à créer ou à lire, là aussi, ça dépend beaucoup de, de la taille et du volume. Ça, c'est à vous de voir en fonction de votre application s'il y a besoin d'éviter un gros LLM ou alors justement systématiquement de passer par un LLM puissant. Mais ça, tout ça pour vous éveiller sur le fait que vous n'avez pas en général besoin d'aller tout le temps sur le LLM le plus récent et le plus puissant proposé par votre éditeur chéri. Est-ce qu'il y a il y a des questions qui viennent ou on voit ça plutôt à la fin? Pour l'instant, pas de questions. Il y a juste Ça, Rémi c'est bon. qui avait fait une petite remarque. L'idéal serait, j'imagine, avec une architecture LLM agnostique et faire appel à des modèles selon les besoins du projet, la conjoncture, les enjeux financiers, etc. Alors, on va y venir. Enfin, on va y venir. On va pouvoir un peu en parler. Justement, je ne vais pas vous donner forcément j'ai pas de recette magique. Désolé, hein. J'ai quelques éléments sur lesquels je voudrais justement vous éveiller et surtout justement vous rendre critique par rapport à ce qui peut se dire, se présenter sur le marché pour justement envisager vos propres solutions chez vous, chez vos clients. Je regarde aussi en termes de réponses sur l'aspect budgétaire. Oui, vous êtes plutôt du coup, alors soit vous utilisez du gratuit, soit sur les formules à moins de 50 € par mois, ce qui est quand même la grosse majorité d'entre nous quand on se met en tant qu'individu. Donc là-dessus, c'est très bien. Quand on est une entreprise, sur la partie justement coût du cloud, FinOps, etc., là, vous explosez tout ça parce qu'en fait, vous n'êtes plus sur uniquement un petit abonnement entre guillemets ChatGPT à 20 $ par mois, etc. Donc, et c'est hyper intéressant de voir ce que vous avez en termes de dépenses. Venons-en un petit peu aux solutions. Alors, j'ai pas en réalité je n'ai pas la solution, mais j'ai des éléments de réponse et de solution. Il y a un élément que je voudrais vous partager, c'est ce qu'on appelle le right sizing. Et si je traduis en bon français, c'est le bon dimensionnement. En fait, c'est bien dimensionner de manière intelligente vos applicatifs, vos services IA pour pouvoir justement à la fois les industrialiser, les rendre com compliant, ça on va voir sur l'aspect souverain sécurité, les rendre aussi rentables, c'est-à-dire qu'ils ne vous coûtent pas plus que ce qu'ils vous rapportent en termes de temps économisé, et cetera, et cetera. Donc il y a vraiment tous ces éléments-là à prendre en compte et il n'y a pas encore une fois, de baguette magique. Ce qu'on va voir là derrière ces termes-là ici que j'ai mis, voyez-le plutôt comme une intro puisqu'on va je vais vous détailler tout ça. On va voir la technique du routeur IA, on va voir ce qu'est un SLM slash un tiny LLM. Je sais que il y a des personnes qui utilisent l'un ou l'autre des termes. Bon, le LLM puissant, ça on en a parlé et il y a d'autres éléments que je vais vous détailler. Pour vous donner un petit peu l'image, l'illustration du right sizing, en fait, c'est on peut prendre l'exemple du restaurant et en fait, c'est presque caricatural et ça pourra peut-être vous rappeler des choses qu'on voit, dans certaines émissions à la télé. Imaginez 2 restos ou alors un resto avant où en fait, vous avez un chef étoilé qui est très bon, hyper bon et qui fait tout. C'est-à-dire que, il est tellement bon que, il sait faire les choses vite et bien et donc, il se retrouve à faire la plonge, il lave les assiettes, il va, même prendre les commandes en salle, il fait les repas, il crée les plats gastro, il fait les salades simples et cetera et cetera.
Ça, en général, c'est la bonne recette pour, faire exploser en vol, ce chef étoilé, et aussi, exploser, les coûts, en fait. C'est un peu ça le sujet. De l'autre côté, imaginez, et en général, c'est plutôt le deuxième fonctionnement que vous avez dans un resto, qui fonctionne bien. Hem, Vous allez toujours avoir ce chef étoilé très bon, très performant, mais qui va être utilisé sur les tâches où il y a vraiment besoin de lui. Donc il y a vraiment de la valeur ajoutée pour créer les meilleurs plats gastronomiques, on va dire. Et pour tout le reste, on est en mesure de déléguer, on va dire, au meilleur agent, à la meilleure personne pour faire telle ou telle tâche. Donc d'ailleurs, pour la vaisselle, on a déjà un appareil, on a un lave-vaisselle, on a un serveur pour gérer, la salle et les commandes, et pour gérer, on va dire, les plats simples, on va avoir un slash des commis de cuisine pour pouvoir gérer ça. Je fais l'exemple vraiment de manière ultra, caricaturale et simplifiée pour vous montrer vraiment ce que ça peut être, si on ne fait pas attention, potentiellement. Et donc avec l'IA, avec vos agents IA, ça peut être pareil. Donc quand vous utilisez, le dernier modèle de Claude, pour faire à peu près, toutes vos tâches, c'est-à-dire, traiter les 4 ou 5 mails du matin, heu, créer 2-3 slides pour aller, sur une réunion qui n'est pas majeure, ou alors de l'autre côté, créer aussi, un un prototype justement, une application que vous voulez créer et cetera. Si vous faites tout ça avec Claude, potentiellement, vous gâchez du crédit, du token, dans certains cas. Voilà un peu le sujet. Et donc si on va un peu en pratique, quelque part, hein, j'ai déjà commencé, à vous donner les exemples là qu'il y a sur cette slide. Pour trier des mails entrants, vous l'avez compris, hein, il n'y a pas besoin d'un gros modèle, un petit modèle simple, ça suffit largement. Résumer un document, ça aussi, en fait, vous avez plein de modèles simples, open source qui font très bien le travail, parce que, en réalité, c'est la première analyse sémantique, et cetera, qu'il y a à faire sur un document, elle va être maîtrisée. À la fin, je pourrais vous donner un petit peu plus d'exemples de quelques modèles, qui sont à la fois open source et très performants, par exemple, pour ce type, de tâches. Hem, Par contre, si vous avez, prenons une tâche en fait qui est, même un ensemble de tâches en réalité quand on regarde un petit peu, s'il s'agit par exemple, de créer une stratégie marketing, bout en bout, là, il y a vraiment plus de travail à faire, plus aussi d'éléments à prendre en compte, plus de documents en entrée sûrement, et cetera, et cetera. Là, un petit modèle simple va avoir tendance à se noyer, comme j'ai tendance à dire. C'est-à-dire que, le contexte fourni en entrée est trop gros pour que lui, il puisse traiter sans halluciner. Donc là, vous allez chercher un gros modèle, qui va accepter des gros contextes et qui va pouvoir raisonner et vous sortir, cette stratégie, qui est plus complexe. Voilà. Je regarde en même temps un peu le timing. Non, c'est bon, ça va. Hem, donc maintenant, en termes de solutions, ici, je vous ai retenu, 4 gros blocs, qui sont à la fois des techniques, des composants d'architecture à avoir dans vos projets, dans vos produits, pour pouvoir justement, gagner à la fois en performance et être industrialisable. Alors, hem le premier, c'est le routeur IA. Donc ça, je pense que, le concept, il est simple, très simple à comprendre, surtout si, j'illustre avec, le cas d'un chatbot, classique que vous pourriez mettre en place avec de l'IA, hein, pour pouvoir, chatter avec, une intelligence artificielle. Le routeur, c'est celui qui reçoit le premier prompt, qui va pouvoir l'analyser, et à partir de là, il va pouvoir le diriger vers le bon modèle, pour faire simple. C'est-à-dire que si il estime que la demande consiste à quelque chose
justement de simple. Donc typiquement, en réalité, vos ChatGPT, Perplexity et cetera, ils savent plutôt bien, jongler maintenant avec ça. On ne voit pas forcément, mais ils jonglent plutôt bien avec ce genre de choses. Hem, donc le routeur, il va détecter que vous lui, transmettez, un mail, à analyser, ou vous lui transmettez, des notes de réunion ou un transcript de réunion, c'est ce qu'on fait souvent maintenant. Et ben, il va pouvoir pousser ce prompt vers le bon modèle pour avoir le résultat, et ensuite il va pouvoir, encore une fois, il fait du routage dans les 2 sens, et il vous amène, la réponse à votre question, pour faire simple. Ça, c'est une des clés très importantes pour éviter ce que je vous montrais tout à l'heure concernant l'explosion des coûts. Parce que justement, vous allez pouvoir, tant que c'est possible, éviter d'aller, heu, consulter systématiquement le modèle très cher et très consommateur. Donc ça, c'est un des 1ers éléments. Alors bien sûr, ça vous amène, en termes d'architecture, de fonctionnement et cetera, ça vous amène un lot d'orchestration pour pouvoir justement, heu, piloter tout ça. Il y a aussi des sujets hem, d'analyse du prompt, reprompting même, ce que vous pouvez, ajouter avec ce routeur. Vous allez mettre des critères aussi, donc vous allez potentiellement avoir un LLM qui va lui-même analyser, ce 1er niveau-là et faire le routeur, et ensuite diriger vers les autres. Voilà. Il y a quand même pas mal de petites techniques au sein de ça que vous pourrez, mettre en œuvre, mais je vous invite à regarder ça. 2e élément, c'est ce qu'on appelle le SLM. Alors je suis sûr que ça parle à beaucoup d'entre vous, peut-être pas à tout le monde. Donc LLM, je ne l'ai pas réexpliqué d'ailleurs, il fallait vraiment venir au 1er webinaire là que que j'avais animé, je taquine. Donc le LLM, c'est le, Large Language Model. Donc c'est c'est un modèle IA, entraîné sur beaucoup de données larges. Le S, vous pouvez déjà imaginer que je parle de small. Donc en fait, c'est un small language model, donc entraîné avec moins de données. Donc a priori, tout de suite, vous allez me dire: «Bah oui, mais en fait, c'est, c'est beaucoup moins performant, ça va pas suffire» et cetera. Mais, on a des SLM, ou ce qu'on appelle aussi des tiny LLM, donc en gros des petits LLM, on pourrait voir ça un peu comme ça. Hem Et donc, on a des modèles de ce type-là qui sont en effet, très pratiques, pour faire des petites tâches, donc ce que je disais tout à l'heure, rédiger un email, rédiger un message, je je sors un petit peu juste de l'email, ça peut être différentes choses. Vous avez besoin de rédiger un message WhatsApp, rédiger un message LinkedIn, ce genre de choses. Hem, Analyser, pareil, là, faire un compte rendu de réunion, ça aussi, ça fonctionne. Tout ça, c'est des choses qui vont pouvoir être, réalisées par des SLM, des Tiny LLM. Je vous donnerai un petit peu aussi, les éléments pour, quelque part, transformer un LLM en SLM. Il y a quelques techniques qui existent. C'est pas forcément vous qui allez le faire d'ailleurs. On va voir ça juste après. L'autre, élément qui va permettre de faire un right sizing et aussi d'être prêt vraiment dans des cas industrialisés, d'IA, c'est alors j'ai noté le cache sémantique, mais je pourrais même parler de cache tout court. Parce qu'en fait, en réalité, il y a le cache exact, le cache sémantique. Donc le cache, en général, je ne vous apprends pas ce que c'est, mais en gros, c'est une sorte de, disons que c'est une mise en mémoire de, de choses qui existent déjà. C'est comme vos navigateurs, ils mettent en cache les pages pour pouvoir les charger plus vite. Et ben là, c'est pareil, ça va nous permettre d'aller plus vite et aussi d'économiser des requêtes, auprès de LLM. Donc sauf que là, on va pas il y a quand même des enjeux qui sont un peu différents. C'est-à-dire qu'une page web que vous mettez en cache, a priori, vous revenez le lendemain, c'est la même, donc vous pouvez l'afficher. Un prompt et sa réponse, sont rarement les mêmes, bout en bout. Donc, d'où le sujet du cache sémantique où en fait,
vous allez pouvoir mettre en cache des prompts qui sont alors je vais parler de manière un peu, grossière, je vais pas rentrer dans le détail, hein, du coup, mais c'est vous allez mettre en cache des prompts qui sont à peu près pareils. Donc il y a des critères, hein, quand je dis le à peu près, c'est, en réalité ce sera plus strict que ça, mais vous allez faire ça pour pouvoir, à certains moments, vous dire: «Bon, j'ai encore une demande, un prompt qui ressemble à celle que j'avais, hier ou avant-hier, par exemple. Donc je ne vais pas réenvoyer une requête à, au dernier modèle de Claude, Claude Sonnet 4.6. Je vais économiser tout cet aller-retour et les coûts associés et donc je vais pouvoir resservir la réponse. En réalité, c'est plus complexe que ça parce que vous pouvez le faire uniquement dans des contextes où vous n'avez pas la sensibilité. Parce que vous imaginez, je suis à peu près sûr sur vos propres, prompts dans ChatGPT ou Perplexity ou Claude et cetera. Vous avez vraiment des requêtes qui sont, très spécifiques à votre propre contexte professionnel, voire même personnel dans certains cas. Donc le, l'IA, le LLM peut pas vous resservir une réponse, telle quelle. Mais dans certains cas, typiquement un chatbot, qui fait service client, sur une plateforme, sur un site web, l'exemple le plus basique, que j'ai, mais au moins il est clair à comprendre. On nous demande les horaires, quels sont les horaires de notre magasin à dans telle ville, par exemple. Je suis, une chaîne de magasins. Le chatbot, ça quelque part, c'est une vérité quelque part qui est enregistrée. Ça, il peut resservir la même réponse sans aller re-raisonner, bout en bout, pour faire une réponse. Voilà. Ça, on peut mettre en cache de de prompt, de requête, de questions-réponses. Donc là, il y a vraiment un enjeu qui est assez intéressant, qui peut devenir très vite complexe parce que justement, est-ce que vous le faites par rapport à l'utilisateur, par rapport, au contexte du client? Si vous raisonnez, avec un client entreprise qui a lui-même plusieurs utilisateurs. Donc, voilà un peu le sujet et le dernier élément que je vous ai retenu, c'est justement la quantization. Donc en fait, si on traduit, on parle de Quan quantifier des modèles en français, hem, mais le quantization, c'est presque devenu dans le lexique, français de l'IA, hein, je trouve. Hem, c'est une manière de compresser un modèle IA. Donc c'est pour ça que je vous parlais de faire un SLM à partir d'un LLM. Bah, quelque part, vous pouvez faire ça aujourd'hui ou du moins vous pouvez utiliser des choses qui ont été déjà faites. C'est-à-dire qui a des techniques pour compresser, de manière intelligente des gros modèles, des gros LLM, pour avoir à peu près le même comportement en étant sur des petits modèles en termes de ressources consommées. Quand je dis ressources consommées, c'est à la fois en termes de mémoire et cetera et aussi d'impact, même, environnemental. Ça, on va voir un petit peu après. Donc ça, c'est hyper intéressant dans la mesure où ce qu'arrivent à démontrer, en fait, ceux qui font de la quantisation là, c'est que dans 80 des cas, vous avez le même comportement, que le modèle initial avec, comme noté là, beaucoup moins de ressources, hein, 2 à 4 fois moins de ressources. Donc c'est quand même hyper intéressant et donc vous pouvez multiplier ça fois le nombre de requêtes que vous allez, utiliser, si c'est pour des tâches, qui répondent, dans 80 des cas, vous allez économiser beaucoup. Je suppose qu'il y aura des questions là-dessus, on pourra voir ça après. L'autre élément, pour pouvoir industrialiser, tout à l'heure, je vous ai parlé de tout l'aspect, cybersécurité. Je vous ai parlé un petit peu de souveraineté, mais là, je voudrais justement, vous ouvrir les yeux là-dessus parce que ça a vraiment de gros impacts et potentiellement ça fait porter des risques, ce qui fait que beaucoup d'entreprises se freinent à certains moments. Hem, sur le sujet de la souveraineté, hem, on a, quand même en Europe des difficultés
aujourd'hui éviter ou du moins se libérer de certaines solutions grand marché, grand public, donc Microsoft, typiquement AWS, donc Amazon Web Services, où vous allez trouver tous toutes les solutions anthropiques, etc., etc. Et il y a des solutions qui vont vous permettre d'être conforme, je dirais, bout en bout, quand vous êtes une entreprise qui avait des données clients, des données B2B, B2C, etc., avec des certaines sensibilités, j'imagine aussi des données. Donc ici, il y a quelques axes pratiques que je vous donne. C'est d'aller, déjà d'une, le plus simple, je trouve, c'est d'aller vers un cloud souverain qui est certifié. Plutôt même, je vous parle plutôt de la labellisation en fait Secnum Cloud. Donc en fait, ça c'est un label de l'ANSSI. Donc en fait, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information qui garantit avec ce label-là que le cloud est dit de confiance pour des acteurs français. Donc, ça garantit que les données sont hébergées en France, qu'elles sont conformes d'un point de vue RGPD. Et donc ça va vous permettre déjà d'amener un certain niveau de souveraineté. Je sais que certains clients, certaines personnes, certaines entreprises veulent aller plus loin en termes de souveraineté, c'est-à-dire d'être vraiment les propriétaires bout en bout de leurs données et des process qui peuvent s'exécuter en IA. Mais déjà, ça, c'est un premier point. Deuxième élément, et ça, si vous allez faire vers ces clouds souverains, vous allez être quasiment obligé de quitter les modèles servis par les grands acteurs, les modèles IA servis par les grands acteurs, hein, que j'ai cités déjà tout à l'heure, OpenAI, Anthropic, Microsoft, etc., etc. Vous allez aller vers des modèles qui sont open source. Alors, vous allez retrouver les mêmes acteurs en réalité, hein, mais c'est des modèles qui sont mis en open source par ces éditeurs-là. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de Llama, donc c'est Meta. Meta a sorti un nouveau modèle cette semaine, mais il n'est pas encore open source. Donc voilà, c'est pas tous les modèles de tous les éditeurs qui sont en open source, mais vous allez pouvoir en trouver. J'ai cité, j'ai fait très simple, hein, j'ai pas mis, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Chez Mistral, vous en avez beaucoup. Donc, ici, j'ai mis 3.2, mais en fait, il y a le 4 qui est sorti, qui est très bien aussi. Vous avez différentes tailles là aussi. GPT OSS 101, je ne sais pas si vous le connaissez, mais je trouve que c'est un bon standard d'OpenAI, là pour le coup, qui est en open source, qui permet de faire du raisonnement. Ils sont open source, donc gratuits, à partir du moment où vous pouvez les héberger vous-même, etc. Donc, je trouve que c'est jamais complètement gratuit, mais vous allez pouvoir les prendre et les héberger, et puis vous allez être indépendant. Donc ça, c'est hyper intéressant, hyper important. Ici, j'ai pas cité, mais il y a d'autres modèles, hein. Il y a ceux donc les Qwen, qui sont les modèles chinois, on va dire, venant de chez Alibaba. Vous avez pas mal de modèles qui existent et qui sortent, même si je trouve qu'il y a de moins en moins de modèles open source, dans les nouveaux du moins. C'est une question, je pense, d'équilibre à trouver. Et le troisième élément pour la souveraineté, c'est d'aller sur du on-premise, donc vraiment d'aller sur vos propres serveurs pour à peu près tout ce que vous faites quand vous industrialisez votre projet IA. Là-dessus, je mets quand même un gros warning parce que j'ai vu quand même pas mal d'entreprises mettre le gros accent sur cette sécurité des données et la maîtrise des process IA bout en bout. Donc, ils sont allés vers du on-premise. Ils ont eu tendance plutôt je dirais, se ralentir et se noyer. Donc, il faut quand même faire très attention. Là où ce que j'ai dit juste en haut sur la partie cloud souverain certifié, vous pouvez aller très vite. Vous avez des acteurs qui ont vraiment des briques en place, des services plutôt simples à utiliser. On-premise, il faut quand même avoir les moyens, l'organisation, les humains aussi pour pouvoir mettre ça en place. Donc, il y a de gros avantages en termes de maîtrise, mais c'est quand même plus lourd et potentiellement, ça peut devenir plus long. Donc voilà pour cette partie-là en termes de
souveraineté. Mais si vous assurez cette souveraineté, vous allez pouvoir rendre votre produit, votre agent, votre service IA, vous allez le rendre compliant d'un point de vue sécurité, RGPD, traitement des données utilisateurs, et vous allez pouvoir aller en prod. Vous ne serez pas juste en train de faire un déploiement partiel en POC sur 10 utilisateurs sur lesquels on se permet d'accepter que des données sensibles de l'entreprise vont chez OpenAI sur les serveurs OpenAI et en fait on ne sait pas trop ce qui se passe, etc. etc. Donc là, vous avez la souveraineté, donc la capacité à industrialiser ça. L'autre élément que je vous évoque brièvement depuis tout à l'heure, mais je voulais y venir, c'est la partie environnementale. La partie environnementale, alors j'aurais dû l'envoyer avant ça. J'ai une petite question. Est-ce que je voulais envoyer? J'ai pas mis la bonne. Hop. Oh, c'est bon. Alors, voilà. Je pense que je n'ai pas la question, à laquelle je pensais, qui est dans l'outil, mais c'est pas grave. Sur la partie impact environnemental, donc tout à l'heure, je vous ai parlé de FinOps. Là, on parle plutôt de GreenOps. Parce que du coup, on pense qu'il n'y a que le sujet de la verdure avec l'environnement. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. J'ai beaucoup travaillé sur le sujet, et cetera, et cetera. Donc, sur l'impact environnemental de l'intelligence artificielle, hem, il peut être énorme si on ne fait pas attention. C'est un peu comme les coûts. Et vous allez voir que c'est très lié là aussi. Hem et c'est quand même quelque chose qui reste assez nouveau et assez boîte noire parce qu'on n'a pas non plus tous les chiffres de l'impact, des impacts environnementaux qui sont publiés, pour les modèles d'IA et cetera et cetera. Alors j'espère qu'on voit bien là aussi sur le petit graphe que j'ai voulu montrer. Heu, j'ai voulu faire très simple là aussi, je suis pas allé, sur quelque chose de très exhaustif. Hem, un gros modèle comme, GPT 5.3 de OpenAI, donc pour là aussi 1 000 000 de tokens, hein, c'est ça l'échelle qu'on prend, c'est 50 kWh, de consommé. Si vous prenez, Mistral Small, donc encore une fois, vous n'avez pas, le même niveau de service. Donc on ne compare pas non plus la performance à ce niveau-là, mais vraiment l'impact environnemental. Mistral Small, c'est rien du tout. Si on regarde ça, c'est entre 2 et 5, j'ai un dé, je crois c'est 4 de mémoire, le chiffre que j'avais de manière exacte. Hem, publié encore une fois par, l'acteur lui-même. Hem, donc vous avez un rapport qui est supérieur à 10 en fait. Donc là aussi, tout à l'heure, je vous disais que d'un point de vue économique, il y a pas photo. Là, d'un point de vue environnemental, il y a pas photo non plus. Il y a vraiment intérêt à faire attention aux modèles, je dis «aux» au pluriel, hein, aux modèles qu'on utilise et il faut savoir jongler au bon moment pour pouvoir justement là aussi réduire, son impact environnemental, son impact CO2, son impact en consommation d'eau également. C'est pour ça que tout à l'heure je faisais un peu la petite pique sur le côté vert. Tout Toutes les requêtes qu'on effectue, j'avais fait l'année dernière, j'avais donné une conférence, justement à Sophia Antipoli. J'ai vu quelqu'un qui était d'Antibes là tout à l'heure là, qui se connectait d'Antibes et donc on avait simulé, ensemble dans la salle de conférence, on devait être une centaine de personnes. On avait simulé ce que ça faisait de faire des requêtes, des prompts IA et cetera et cetera. Donc quand on est seul, ça ne se voit quasiment pas, c'est de l'échelle d'une recharge de smartphone et cetera et cetera. Quand on fait ça à plusieurs, et ben, en fait, c'est des tranches de consommation, de centrales nucléaires. Donc voilà, c'est hyper important. C'est aussi pour ça que les gros acteurs comme Google et cetera investissent sur la production d'énergie, électrique. Voilà, tout ça, c'est ultra lié. Donc pour en revenir à, je dirais,
vos projets d'industrialisation IA. Quand vous êtes sur un POC, l'impact est faible. Quand vous êtes sur quelque chose d'industrialisé, là, vous explosez votre impact, vous explosez votre empreinte environnementale, donc vos émissions de CO2 et toute votre démarche RSE, alors de votre entreprise ou de l'entreprise de votre client, peut être impactée par rapport à ça. Donc vraiment, il y a un lien à faire entre cette démarche RSE et aussi le côté économique qui est associé. Et donc pareil, hein, je vous fais pas non plus tout le déroulé, mais quelque part, ça va de manière très liée parce que chaque, chaque gramme de CO2 que vous émettez, du moins via ces requêtes-là, et cetera, en face, c'est des énergies fossiles ou pas, mais surtout fossiles aujourd'hui. Et donc ces énergies fossiles, je ne vous fais pas le schéma, elles ont une volatilité en termes de coûts et de prix qui est devenue folle récemment. Mais de toute façon, il y a une tendance qui fait que ça augmente. Le coût du pétrole augmente de toute façon, de par sa rareté. Donc, de toute façon, ça ne va pas dans le bon sens de l'histoire. Si vous ne faites pas attention à comment vous implémentez, vous orchestrez vos services IA, de ce point de vue-là, vous allez aussi exploser les coûts. Et je voulais vous donner un petit exemple. Donc, je vous ai parlé brièvement là, au début d'Eliago. Eliago, moi, au début, en fait, c'était vraiment d'ailleurs, ça existe toujours, hein. Eliago, c'est une plateforme qui, justement, aide les entreprises à analyser leur impact environnemental, social, sociétal, et bâtir une stratégie et un plan d'action RSE, tout ça appuyé sur l'IA. Donc ça, c'est ce que fait Eliago. Et moi, dès le début, c'était en 2024, dès le début, j'ai voulu partir sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour automatiser au maximum les tâches réalisées au sein de cette application-là. Il y avait beaucoup d'upload de documents, d'analyse de documents de l'entreprise. Je dis documents, mais aussi c'est des données qui vont permettre justement d'analyser l'impact environnemental, social, sociétal. Et ensuite, tout un volet d'analyse et création de documents. Voilà. Donc ça, on allait très vite sur créer une architecture IA, une architecture système et IA, à l'époque où tout se mettait en place, en réalité aussi en termes d'industrialisation de services IA. Et au début, on a été accompagné par Microsoft en tant que startup. Donc, on était full Azure et on était parti sur la création justement d'un système chez Microsoft, hébergé chez Microsoft, chez Azure, avec en effet des coûts qui étaient, du moins à ce moment-là, en prévision, mais on sentait vite venir. On arrivait sur 1250 € par mois d'utilisation, en fait, de tous les services. Les serveurs, on ne les maîtrisait pas, du coup, avec beaucoup d'émissions associées. Bon, la souveraineté, je l'ai noté, mais j'en parle même pas au final, ça vous avez très bien compris. Et à un moment donné, on s'est posé la question par conviction au début, et puis en fait, il y a d'autres éléments qui sont venus justement nous conforter. On s'est posé la question d'aller travailler avec un acteur qui pouvait nous garantir la souveraineté. Je dis nous, mais en fait, c'était surtout pour la garantir pour nos clients et garantir cette souveraineté et aussi réduire l'impact environnemental d'un point de vue système, intelligence et ouais, voilà, intelligence artificielle en termes de chaque requête consommée. Et donc, on est parti sur 2 éléments. L'un, ça a été de changer de cloud. Donc là, on a eu la chance d'être accompagné par OVH Cloud pour justement faire tout ce travail de migration chez eux. Ça, c'était un joli challenge. Je vous passe les détails, et cetera. Mais bon,
on a pu arriver chez OVH Cloud avec un modèle, une architecture qui se voulait du coup souveraine, hébergée 100% en France, un impact environnemental qui est moindre parce que de fait, vous utilisez l'énergie nucléaire française, donc vous êtes en termes de CO2 avec très peu d'émissions, d'où la différence, vous voyez. Et on a réduit les coûts aussi. Ça, c'est un élément en changeant d'acteur, mais surtout ce qui a permis de réduire les coûts, c'est justement de faire un re-engineering complet de notre manière de concevoir et développer nos services IA. Et donc, au début, on avait tendance justement à utiliser, à ce moment-là, c'était GPT-4, hein. Maintenant, aujourd'hui, je pense qu'on n'utiliserait pas GPT-4. On avait tendance à utiliser toujours le même modèle. À partir de là, on a structuré vraiment l'orchestration des prompts et de l'IA pour aller avec ce routeur que je vous évoquais et ensuite aller chercher des SLM open source pour la plupart et les LLM quand il faut, justement, aller réduire cette note et cet impact dans toute l'utilisation des liens. Voilà l'approche qu'on a eue. Et encore une fois, on a eu ce triple impact, hein. On a économisé de l'argent, on a économisé du CO2 pour la planète et on était full souveraineté pour nous et nos clients. Donc voilà pour le principal de ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Si je résume, hein, si je vous donne une petite checklist pour la suite, si vous voulez industrialiser. Alors, je ne sais pas forcément où vous en êtes, ou alors du moins si demain vous arrivez chez un client qui a cette problématique-là. Le premier sujet quand même, c'est d'aller regarder combien ça vous coûte d'un point de vue IA aujourd'hui et combien ça vous coûterait si vous aviez déployé en masse, si ce n'est pas encore le cas. Donc ça, c'est hyper important. Souvent, ça là-dessus j'avais posté sur LinkedIn sur ce sujet-là, c'est quelque chose qu'on oublie quand on fait justement un nouveau produit, un nouveau service, c'est le dashboard de pilotage des coûts. Donc le dashboard FinOps, le dashboard GreenOps, ça c'est les deux d'ailleurs à prévoir dès le début pour voir combien ça coûte au fur et à mesure. Comme ça, vous pouvez contrôler par service, par modèle. Vous pouvez potentiellement mettre des alertes, des blocages, etc., etc. Deuxième sujet, c'est remplacer, j'allais dire au maximum, remplacer tant que vous pouvez l'utilisation des gros LLM plutôt par des petits modèles, des SLM, des Small Language Models, donc plutôt des Mistral Small, des Llama, des Qwen, etc., etc. Je pourrais vous donner une liste finie, mais demain, elle changera. Donc aujourd'hui, tout évolue très vite. Ça va vous permettre d'économiser en euros et en CO2 et de faire le même travail. Mais encore une fois, il faut essayer, il faut tester, il faut voir si ça répond bien, etc. Il faut optimiser les prompts. Il y a pas mal de petits travaux à effectuer, mais ça fonctionne bien. L'autre élément, c'est d'aller sur le sujet de compression et de cache. Donc ça, c'est un travail qui est un peu plus complexe. Faire de la quantization, je ne vous conseille pas forcément de le faire vous-même, ce n'est pas du tout l'objet, hein. On n'est pas là-dedans, mais c'est plutôt d'aller chercher des modèles qui ont été quantifiés et de les utiliser, donc soit ils existent déjà, ils sont mis à dispo, soit vous les hébergez sur un serveur et vous les utilisez, et mettre en place ce fameux cache. Sur le cache, encore une fois, je mets quand même un petit warning, c'est allez-y par étapes, justement, sur des sujets qui ne sont pas sensibles, etc. C'est quand même un sujet où je pense qu'on gagne petit à petit en expertise. Et les deux derniers points, privilégier des infras souveraines sur lesquelles vous allez maîtriser vos modèles, vous allez maîtriser les coûts, la localisation des données, le processing aussi. Qu'est-ce qu'il advient justement des prompts, des données, etc. Si c'est sur vos propres serveurs que vous allez
prompter et utiliser des services IA, il n'y a que vous qui pouvez les voir, globalement, si je fais simple. Donc, pensez à cette souveraineté. Et ensuite, c'est une question de boucle, une boucle d'amélioration continue, hein. Vous allez mesurer, vous allez optimiser, vous allez encore changer des choses sur tout ce que j'ai dit juste avant. Et donc, ça va vraiment ne faire que s'améliorer. Ah oui, je vais vous mettre les. Je sais pas si. Oui, je vais les mettre dans le chat, hein. Je vous ai préparé 3 petits liens. Hop, en termes de ressources pour aller plus loin, en fait. Il y en a un. Alors, je précise quand même, OVH Cloud, je n'ai pas de lien spécifique, si ce n'est que je suis client, mais donc, j'en parle, je les pousse parce que je suis utilisateur, mais je n'ai pas plus de liens que ça. Donc, mais c'est quand même un bon point de départ. Donc, je pense que j'en avais parlé la dernière fois également. Les endpoints, les AI endpoints de OVH Cloud sont vraiment très pratiques, je trouve, pour démarrer. Ça reste de l'utilisation souveraine parce que c'est français et européen. L'autre acteur, bien sûr, on ne le présente plus, c'est Mistral. Je vous conseille d'aller voir un petit peu ce qu'ils proposent. Alors, je vous ai mis le lien de la doc plutôt que le site. Et troisième, si vous voulez, c'est me suivre sur LinkedIn. En général, ça vous le faites, vous le faites de vous-même sans mettre le lien. Mais souvent, je poste sur ce genre de sujet, alors pas tous les jours, pas tous les matins, etc. Mais sur des cas pratiques, j'ai tendance donner, à donner des éléments. Eh ben, super, merci à toi Alex. Alors, certaines personnes ont dû partir entre-temps, mais du coup, on va quand même pour répondre aux questions de ceux qui restent. Ah ouais, j'ai pas vu l'heure passer, tu m'as rien dit. Mince. Pas de souci. Alors, on a Raphaël qui demande si ton dispositif orchestrateur plus agent plus modèle choisi est générique ou seulement spécifique à ton domaine. Alors, moi je dirais qu'il est spécifique, il est générique, c'est-à-dire qu'il peut s'appliquer à tout le monde, je sais pas, ça peut être des secteurs, des domaines, etc. Ça, clairement, oui. Parce qu'en fait, un routeur, je sais pas, c'est assez agnostique, c'est pas lié à un secteur spécifique, à une typologie d'IA spécifique, etc. Le fait d'aller vers des SLM et encore plus vers des modèles souverains, j'ai envie de dire que c'est faisable pour tous. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est générique. D'ailleurs, c'est possible de faire des choses même plus pointues. Je ne voulais pas vous embarquer dans des choses beaucoup plus pointues, justement. Mais justement, sur ces éléments-là, ça reste générique. Peut-être il y a l'élément, il y a cette spécificité, c'est la partie du cache. Je pense que j'ai quand même mis suffisamment d'alerte sur cette partie-là, mais le cache peut ne pas s'appliquer dans tous les cas. Et d'ailleurs, Ok. moi, là-dessus, enfin, je parle dans mes cas à moi, je ne vais pas hyper loin non plus parce que justement, je suis plus dans des cas où ça ne s'applique pas. D'accord, merci pour ta réponse. On a aussi Vladimir qui demandait si avec les modèles open source auto-hébergés, est-ce qu'il peut quand même y avoir des sorties de données? Alors, alors, dans un modèle auto-hébergé, ça c'est une bonne question parce que du moins, moi, je me suis beaucoup posé cette question-là moi-même. Justement, un modèle open source qui est auto-hébergé chez, chez vous, sur un serveur à vous, j'ai envie de dire. Alors, parce que chez vous, on peut le voir de différentes manières. Ça peut être sur votre machine, sur votre PC, votre Mac, etc. Euh, Là, ça reste vraiment chez vous, ça ne bouge pas. Sur un serveur auto-hébergé, là aussi, en fait, les modèles open source garantissent qu'ils restent avec vous. Enfin, je sais pas, il y a pas de backdoor, etc., qui permettent de faire fuiter les infos d'une manière ou d'une autre. Si c'est ça la question, moi, je me suis beaucoup posé la question par rapport à certains modèles, justement. Mais non, enfin, à partir du moment où ils ont la licence open source, donc
Il y a la licence MIT, il y a la licence Apache. Vous pourrez regarder, mais ils sont, ils vous garantissent ça. Voilà. D'accord. Et puis, je pense que ça va être la dernière question qu'on va prendre. C'est Damien qui demande s'il y a un outil pour mesurer le nombre de tokens que l'on va utiliser. Alors, j'ai envie de dire, ça dépend. Est-ce que en fait, est-ce que c'est dans un outil comme, enfin, je sais pas, dans ChatGPT, là où j'écris, c'est-à-dire un outil grand public, ou alors plutôt dans le contexte d'un applicatif que je mets en place de manière précise. Si tu arrives à répondre dans le chat. Mais... Alors, je peux peut-être essayer même de répondre dans les deux cas, en fait, parce que, en fait, dans le cas où c'est ChatGPT, je prends l'exemple, j'aime pas toujours parler de ChatGPT, mais soit, au moins on comprend tous de quoi on parle. J'écris, j'upload un document, là c'est boîte noire. Je ne sais pas combien de tokens partent, combien je consomme du coup. Et d'ailleurs, je ne sais même pas combien je récupère en sortie. En théorie, ça sur les dashboards de facturation, on est capable d'avoir ces infos-là, mais je le maîtrise que a posteriori. Par contre, si moi je développe un agent IA et que je vais solliciter par API un modèle Mistral Small, par exemple 3.2, etc., là aussi, il faut mettre en place un outil qui va pouvoir préestimer les tokens. D'ailleurs, il y a un outil, il faudrait que je retrouve le nom, là, il m'échappe. Il y a un outil qui permet, qui fait faire, hein, c'est un outil open source, qui permet de compresser justement les prompts pour pouvoir réduire le nombre de tokens. Je retrouverai, je trouverai un moyen de, si on peut reboucler et envoyer quelque chose par la suite. Donc, il y a des choses, mais en général, on le fait rarement, en fait. D'estimer les tokens en entrée, c'est plutôt, typiquement, même moi, là-dessus, j'ai tendance à optimiser les prompts, etc., pour réduire le nombre de tokens et maîtriser le nombre de tokens envoyés. Mais je n'ai pas une préestimation systématique de mes prompts dans mes agents, par exemple. Donc, il faudrait le mettre en place. C'est une bonne remarque. En fait, ça me donne des idées. Eh bien, super. S'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup à toi pour ton temps et pour toutes ces explications qui étaient très claires. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner à Alexandre sur LinkedIn. Et puis, on va vous laisser ici. Donc, très bonne journée à tout le monde et encore merci à toi, Alexandre. Bah non, merci à vous tous. Et puis au plaisir de poursuivre les questions-réponses, hein, soit sur LinkedIn ou autre. Avec grand plaisir. Et bien, super. Bonne journée à tout le monde. Au revoir.